la nuit d'hiver en mer a le don de faire taire même les pensées les plus turbulentes. Là-haut, une lune décroissante pendait dans le ciel comme une pièce d'argent usée, s'étendant sur les vagues du Pacifique, un sentier en argent qui ressemblait plus à une cicatrice dans l'obscurité. Les crêtes des vagues ont grimpé et sont descendues dans un rythme hypnotique, indifférent au chaos de la guerre qui a dévoré des continents entiers. Il n'y avait pas de son au-delà du vent, et même se murmure comme s'il craignait de briser le charme de l'immobilité. Pour tout marin en service sur le pont d'un destroyer japonais cette nuit-là, la scène pourrait passer par la tranquillité, une tromperie, presque perfide. Mais sous cette surface étincelante, un chasseur a aiguisé les sens. C'était le sous-marin USS Archerfish, une machine de guerre américaine de 95 mètres américaine peinte dans un gris opaque qui a fusionné la nuit. Sa tour de commandement était à peine de se détacher de la mer éclairée par la lune lorsqu'elle a émergé, son antenne périscope et radar a gravement rompu l'horizon lorsqu'il est submergé. À l'intérieur de la coque robuste, l'air était dense, chargé de l'odeur de l'huile brûlée, de la transpiration et du métal chaud. Les hommes se déplaçaient en silence entre les vannes, les présentations et les tableaux de complot, échangeant des mots bas, les yeux fixes sur l'objectif. Des années de guerre les avaient endurcis, mais cette nuit-là, quelque chose dans l'air était différent. Il y avait une tension électrique, comme si la destination était sur le point de se révéler. Au centre de tout se trouvait le commandant Joseph F. Henry, 33 ans, un look pénétrant et une réputation qui, jusqu'à récemment, accrochait pour un fil. Il avait déjà goûté le goût amer de l'échec. Dans les missions précédentes, l'indécision l'avait paralysé, et il était revenu sans tirer une seule torpille à un sous-marin en temps de guerre. Ce n'était pas seulement une déception, c'était un endroit en l'honneur. Il a même demandé à être remplacé, convaincu que ses intestins l'avaient trahi. Cette blessure faisait toujours mal, mais maintenant, dans ces eaux noires au sud de Honshu, il s'était juré qu'il la guérirait de sang ennemi. Henry était collé au périscope, une main à la main, l'autre jouant avec un chapelet dans sa poche. Catholique, bien que pour ne pas supporter la foi, ses pères lui ont donné un réconfort discret lorsque le poids de la responsabilité a serré sa poitrine, et cette responsabilité de nuit était écrasante. Quelque part au nord, outre les contours sombres de la baie de Tokyo, un colosse japonais a coupé les eaux. L'opérateur radar a été le premier à le détecter, un écho faible, à 19 km de distance, en gardant un cours du sud-ouest. La cible était immense, indubitable et Henry sentait dans l'os qu'il n'était pas un simple cargo. La question vous a brûlé l'esprit, qu'est-ce que c'était que ça? Archerfish avait été nommé plus tôt pour des missions de sauvetage, en attendant les aviateurs américains abattus dans des attaques qui ne se sont jamais produites. Maintenant, libre de chasser, il s'est heurté à quelque chose qui pourrait être bien plus qu'une proie commune. Personne à bord ne soupçonnait toujours ce qu'ils avaient vraiment à l'avance. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, les hommes se penchent sur la table de l'intrigue, dessinant des lignes de mouvement relatives avec des crayons gras, ajustant les directions avec une précision chirurgicale. Ils ont travaillé avec une urgence contenue, consciente qu'une erreur de calcul pourrait coûter non seulement la perte de la cible, mais aussi pour attirer la fureur des destroyers qui l'ont certainement escorté. Pour l'instant, Archerfish gardait à distance, glissant à la surface, en utilisant l'obscurité et une gamme de nuages comme le camouflage. Dans le sous-marin, la tension était palpable mais contrôlée. L'équipage était déjà habitué à la vie dans des espaces extérieurs, les torpilles dormaient à côté de leurs armes dans le compartiment avant, les officiers ont divisé les lits superposés en équipes, chaque homme connaissait son poste comme s'il s'agissait d'une extension de son propre corps. L'air vibrait avec les acouphènes constants des ventilateurs, le ronflement sourd des moteurs diesel lorsqu'il a émergé, le murmure de l'équipement. Beaucoup portaient des t-shirts tentés de temps de chaleur dans les compartiments étouffants. Les nuits comme ça, les nerfs amplifiaient chaque son, le caillou de la coque pressé par la mer, la vague battant dans l'arc, le grincement presque imperceptible de l'écran radar. Chaque bruit résonnait comme un présage, et Henry ne laisserait pas la peur le paralyser à nouveau. Il avait fait cette promesse des mois plus tôt lors d'un match de poker à la base navale de Midway. Un officier supérieur, observant ces falaises audacieuses, avait demandé « Joe, feriez-vous un sous-marin de la même manière que vous jouez aux cartes ?» La réponse était sèche « Oui ». Cette réponse lui avait valu une deuxième chance. Maintenant, avec les yeux collés au périscope, cette chance était sur le point d'être facturée. Ce que Henry ne savait pas encore, c'était l'ampleur de ce qu'il avait devant lui. Le navire qui a suivi était Shinano, la fierté des chantiers navals japonais, un monstre de 71 890 tonnes, le plus grand porte-avions jamais construit. Il avait été terminé secret, commandé il y a quelques jours et lancé la nuit avec un équipage mal formé et des systèmes inachevés.
Ce devrait être un symbole de pouvoir, de résistance. Au lieu de cela, il a commencé aveuglément vers un seul sous-marin, commandé par un homme qui avait besoin de rédemption autant que la marine japonaise avait besoin d'un miracle. La lune s'est cachée derrière un voile de nuages, plongeant l'horizon dans une obscurité encore plus profonde. Pendant un moment, les hommes Archerfish ont senti que l'océan était silencieux, comme si l'eau elle-même continuait leur souffle. Henry s'est approché de l'oculaire du périscope. La silhouette allait bien, mais elle était imposante. Il a repéré les escortes, des taches sombres coupant l'eau autour du navire principal. Un destroyer se tourna brusquement vers eux, et pendant une seconde, il semblait que le chasseur était devenu la proie. Mais inexplicablement, le destroyer dévié, retourna à la formation et reprend sa position à côté de la cible. L'occasion était toujours là. Henry a chuchoté à ses officiers, la voix ferme, gardez le calme, mais ne lâchez pas laisser le zigzag. Ces paroles n'étaient pas seulement des ordres, il était un serment. Pour lui, pour ses hommes, pour sa carrière. Cette fois, je n'hésiterai pas. Cette fois, faire confiance à l'instinct. Cette fois, cela attaquerait. L'horloge a marqué l'approche de minuit. Quelque part, le plus grand navire de guerre jamais construit dans la nuit, inconscient du fait que, dans les profondeurs apparemment calmes, un sous-marin et son commandant déterminé l'avaient déjà marqué comme une proie. La scène a été montée. Le jeu de patience, de calcul et de destination avait commencé. C'était en 1944, et la vague de la Seconde Guerre mondiale avait tourné avec une force qui n'admet plus le revers. Pour le Japon, l'empire qui s'était un jour étendu des glaciers du nord aux jungle torrides de la Birmanie, la guerre ne concernait plus la conquête. C'était une question de survie. Les forces américaines ont progressé sans pitié, sautant d'île en île, Salomon, Gilbert, Marshall, Mariana. Chaque étape a davantage pressé le siège. Le Pacifique, une fois une fosse protectrice autour des îles japonaises, était devenu un champ de bataille qui rétrécit chaque mois. Chaque jour, l'Empire saignait. Et cette nuit-là, sans le savoir, l'un de ses derniers soupirs de grandeur a navigué vers sa propre fin. À chaque victoire américaine, le siège a fermé davantage. Les forces des États-Unis ont non seulement progressé, elles ont écrasé. Chaque atterrissage sur Terre a été un coup pour la poitrine de l'Empire, chaque île prit un couteau coincé dans ses intestins. Les Japonais, autrefois un seigneur d'un océan, ont maintenant été repoussés, leur ligne de défense s'étendait à la limite, leurs ressources diminuent comme du sable entre leurs doigts. Lorsque l'été 1944 est arrivé, les Philippines sont devenues le prochain champ de bataille. Et il était là, le général Douglas MacArthur, remplissant sa promesse avec des bottes sur le sol et le feu dans ses yeux. Alors que ses troupes ont traversé l'Est et au-delà, l'amiral Chester Nimitz a orchestré la plus grande machine de guerre navale que le monde ait jamais vue. Ses flottes ont avancé sans relâche pour Okinawa, comme une marée que rien ne pourrait contenir. La mer elle-même s'était retournée contre le Japon. Ces mêmes océans qui portaient autrefois le drapeau de Spring Sun abattaient maintenant un prédateur invisible, les sous-marins américains. Silencieux, mortels, ils chassaient comme des loups sous les vagues. Les navires marchands, autrefois fiers de liens de la chaîne d'approvisionnement de l'Empire, ont été abattus un par un. Archerfish, Tang, Barbe, noms qui deviendraient des légendes dans la guerre sous-marine, déchiraient la flotte commerciale japonaise. Les pétroliers coulaient avant que leurs réservoirs ne soient vidés. Les charges de nourriture, de munitions et de matières premières ont disparu au bas du Pacifique, prises par des torpilles qui n'ont pas donné de chance de s'échapper. En 1944, plus de la moitié de la flotte marchande japonaise avait déjà été envoyée en bas. Et sans cela, l'Empire s'étouffa. Les usines étouffaient, sans acier à forger, sans combustible à brûler. Les chantiers navals qui ont autrefois vomi les arrestations de Pearl Harbor ont maintenant traîné, réparant des putains de navires, incapables d'en construire de nouveaux. Les cieux, plutôt la domination du zéro, ont été perdus. La marine américaine a défilé ses groupes d'avions rapides, les 3e et 5e marteaux divins en forme de flotte sur le Pacifique. Leurs avions ont non seulement bombardé des bases, ils ont frappé le cœur du Japon. Et puis est venu le BE-29 Superfortress, la bête ailée qui portait le feu de l'enfer. Tokyo, Nagoya, Osaka, des villes entières sont devenues des fours sous leurs ailes. L'air brûlait. La terre trembla. Et au milieu de cet apocalypse, la marine impériale, autrefois crainte et invincible, était maintenant une ombre de ce qu'elle sortait. Midway avait récolté son aile aérienne en 1942. À Salomon et Mariana, ces arrestations saignent.
Mais c'est dans le golfe de Leyte en octobre 1944 que l'Empire a joué ses dernières données. Tout reste, chaque navire, chaque pilote, chaque goutte de carburant, a été libéré dans une seule offre désespérée. Le résultat? Catastrophe. Zuikaku, vétéran de Pearl Harbor, a coulé. Musashi, un colossier en acier, a été réduit à la ferraille sous une pluie de bombes et de torpilles. Même Yamato, le plus grand navire de guerre jamais construit, a émergé de la bataille blessé, contraint de se retirer comme un animal en cage. Le prix de la vie était encore plus cruel. Les ailes qui ont autrefois coupé le ciel avec une précision chirurgicale étaient mortes. À sa place, des jeunes de moins de 50 heures de vol ont été jetés dans le carnage, tandis que les pilotes américains, formés avec des centaines d'heures, les ont abattus dans des proportions de 10 à 1. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre. Et pourtant, même face à cet abîme, le Japon s'accrochait toujours à une dernière illusion, l'espoir qu'une arme, une seule création monstrueuse, pourrait tourner le jeu. Pas un antre. Pas un combattant révolutionnaire. Mais quelque chose n'a jamais vu, comme un porte-avions colossal, si blindé, si enveloppé en secret que les Alliés n'ont même pas confirmé leur existence. Votre nom, Shinano. Baptisé en l'honneur d'une vieille province, né d'une coque Yamato, il devrait être intouchable. Une forteresse flottante. Les stratèges japonais rêvaient que s'il pouvait être libéré à temps, il ancrerait la dernière ligne de défense autour des îles sacrées. Peut-être qu'il transportait des avions et des armes spéciales suffisamment pour freiner l'avance américaine. Peut-être, sa simple présence ferait hésiter les envahisseurs. Mais Shinano n'était pas seulement un navire. C'était un symbole de désespoir déguisé en génie. L'Empire ne rêvait plus de bataille décisive, où la formation et la technologie composeraient la victoire. Maintenant, j'avais besoin de quelque chose qui avait survécu aux frappes aériennes, pour servir une base mobile pour les réparations et, surtout, pour lancer les nouvelles armes du désespoir, les kamikazes. Avions au K-bombes, bateaux explosifs de Shinyo, le résultat d'un calcul. Hello macabre, échange de vie japonaise contre des navires américains dans une équation que seule la folie de la guerre pourrait justifier. Mais la réalité était implacable. Dans les chantiers navals, les travailleurs épuisés ont travaillé sur 16 heures ou plus, avec des matériaux rares et des délais impossibles. Shinano a été précipité vers la mer avant la fin des tests critiques. L'Empire n'a pas eu le temps. J'avais besoin d'elle. Maintenant. À Tokyo, les dirigeants sont tombés au délire. Si Shinano essuyait avec son aile aérienne complète, il pourrait laisser tomber les escouades BE-29. S'il atteignait les Philippines, il pourrait déranger les débarquements de MacArthur. S'il est apparu uniquement au large d'Okinawa ou de Formosa, sa silhouette menaçante pourrait secouer la confiance ennemie. La guerre s'est échappée à travers ses doigts, mais peut-être, un navire pourrait reporter l'inévitable. Cependant, le désespoir ne s'habille pas en force. Les kamikazes n'étaient pas une preuve de courage, mais de l'effondrement, l'admission que la guerre conventionnelle était perdue. Les jeunes, certains adolescents, ont été envoyés pour mourir, non pas au combat, mais dans des missions suicidaires, où le plus grand service à l'empereur était de se transformer en bombe humaine. C'était une stratégie née de désespoir, bordée du langage du sacrifice. Et la mer, qui protégeait un jour le Japon, l'a maintenant trahi. Les sous-marins américains ont chassé le dos sans pitié. Les loups dans un pack, coordonnant les attaques, coulant tout ce qui bougeait. En novembre 1944, alors que Shinano se préparait à quitter le chantier naval, des dizaines de ses prédateurs ont jeté un coup d'œil dans les approches de la baie de Tokyo. Division de patrouille, secteur cartographié, chaque contact a été signalé pour une embuscade parfaite. La plupart ne savaient pas qu'il existait. Mais l'un d'eux le saurait. La réunion desquels scellerait votre destination. Pour tout observateur lucide, la photo était claire, le Japon avait perdu la guerre. Il ne restait que deux questions, combien de temps le temps du sang jaillirait de plus en temps et combien de vies seraient récoltées avant la fin. Mais pour les personnes arrêtées en équipement, les marins, les travailleurs, les pilotes, la clarté était un luxe. Ils ont continué à se battre, à construire, à attendre. Parce que s'arrêter était d'admettre que tout était perdu. Et dans l'empire du soleil levant, la reddition était toujours un mot interdit. Novembre 1944. Le Japon n'était plus l'empire invincible qui avait autrefois projeté son ombre sur le Pacifique. Ses mers, autrefois dominées par le drapeau du soleil levant, étaient désormais patrouillées par des prédateurs invisibles. Ces cieux, précédemment imprégnés par les rayons divins de Zéro Éval,
ont brûlé sous le poids des bombes incendiaires. Leurs villes fières et millénaires ont tremblé avant la certitude d'une invasion qui s'approchait comme un tsunami. C'est dans cet enfer que Shinano s'est installé, un colosse inachevé, non testé, portant le fardeau final d'un empire au bord de l'abîme. Et l'attendre, caché dans l'obscurité de l'océan, était un sous-marin dirigé par un homme qui ne cherchait aucune gloire mais la rédemption. Chaque grande machine de guerre est née comme un rêve, des lignes précises qui promettent une acier indestructible, une puissance écrasante, un prestige éternel. L'histoire de Shinano a commencé comme ceci, mais son destin serait réécrit par le sang et l'urgence avant même que ses quais ne touchent l'eau salée. Conçu en 1940, au plus fort de l'ambition navale japonaise, ce devrait être le troisième bijou de la couronne de Yamato, une forteresse flottante, l'incarnation définitive de la doctrine qui a prêché la qualité de la quantité. Les stratèges de Tokyo savaient qu'ils ne correspondraient jamais au rythme des lignes de production américaines. Ils parient donc tout dans une lettre, s'ils ne pouvaient pas avoir plus de navires, ils auraient de meilleurs navires. Et aucun ne serait plus redoutable que les arrestations de classe Yamato. C'étaient des monstres en acier, les plus grands, les plus lourds et les plus armés de l'histoire. Ces canons de 460 mm, chaque projectile de la taille d'une voiture, pouvait atteindre des cibles à des distances où les navires ennemis ne rêvaient même pas de répondre. Votre armure. Épaissant comme des murs médiévaux, ils ont ri des grenades qui couleraient tout autre cuirassé. Yamato et Musashi, leur sœur terminée, étaient la matérialisation de cette philosophie, chacune valait 3 navires de guerre américains. Leurs silhouettes imposantes n'étaient pas seulement des armes, ce sont des déclarations. Les déclarations selon lesquelles le Japon rivaliserait non seulement pour le Pacifique, mais qu'il le dominerait. Et donc, au chantier naval de Yokosuka, l'un des sanctuaires de l'ingénierie navale impériale, la quille de Shinano a été lancée avec pompe et rituel. Les prêtres shinto ont béni le sol où il serait né. L'empereur lui-même a été informé du projet. Le meilleur acier de l'Empire était réservé, les constructeurs les plus expérimentés désignés. Dans les plans originaux, elle changeait 72 000 tonnes, montait les mêmes pistolets titanesques que ses sœurs et réduisait les vagues à 27 nœuds, malgré leur volume décommunal. Ce n'était pas seulement un navire. C'était un manifeste du génie japonais. Mais les guerres ont une habitude cruelle de broyer des rêves. Juin 1942. Midway. En une seule journée, 4 porteurs d'avions Akagi, Kaga, Sri, Irisink, prenant des centaines des meilleurs coureurs au Japon et le cœur de la puissance aérienne navale. La marée de la guerre s'est tournée. Soudain, les arrestations, une fois roi des mers, ont révélé des dinosaures dans un monde où le porte-avions a dicté le sort des batailles. L'âge du canon géant était en train de mourir. L'ère des ailes était arrivée. Les planificateurs de la marine ont regardé la coque inachevée de Shinano, toujours allongée sur la digue sèche, et ont fait face à un choix amer, le terminer car le cuirassé serait de jeter plus d'acier dans une doctrine obsolète. L'abandon de son impensable avait déjà été investi dans le sang et les ressources. La solution ? Réinventer. Shinano ne serait plus une arrestation. Ce serait le plus grand porte-avions que le monde ait jamais vu. La conversion était un acte de désespoir ingénieux. Sa coque, façonnée pour abriter les canons et les boucliers de bataille, a dû être sculptée dans un but radicalement nouveau. La citadelle blindée, conçue pour résister à des grenades de 16 pouces, a été reconfigurée pour soutenir un pont colossal en gare. Là où avant les tours d'artillerie ne seraient levées, maintenant les ascenseurs des avions montaient et descendaient. La superstructure a été déplacée vers une incendie, dans le style du porte-avions. Et à peu près tout cela, une pont de pilotage de 256 mètres de long, une piste en acier capable de lancer la mort ou de la recevoir. Mais Shinano n'est pas né pour être un Akagi ou un Zuikaku. Son rôle n'était pas de diriger les escouades d'attaque, mais de survivre. Ce serait une forteresse mobile, blindée suffisamment pour supporter les bombardements, équipée pour réparer les avions dans le salaire et chargée d'armes de désespoir, le kamikaze, les bateaux suicides, les derniers soupirs d'un empire qui n'avait plus de pilotes à perdre. Son hangar abriterait 47 avions prêts à l'emploi, avec de l'espace pour 70 autres démontés, attendant d'être assemblés comme des munitions de dernière minute. Ce n'était pas un navire pour gagner des guerres. C'était un navire pour prolonger une défaite inévitable. La confidentialité autour de sa construction était aussi obsessionnelle que la guerre elle-même. Peur que les bombardiers américains la détruisent avant même de s'installer, la marine a transformé son chantier naval en une forteresse à l'intérieur de la forteresse. La digue sèche où Shinano a grandi était recouverte d'un plafond en béton armé, une voûte colossale qui la cachait aux yeux du ciel.
Les travailleurs étaient confinés à des logements à l'intérieur du chantier naval, interdits de quitter ou de parler au monde extérieur. Arrestation, les menaces, ou pire, ont plané pour qui a osé marmonner un détail. La police militaire a patrouillé le périmètre. Aucune photographie n'a fui. Pas même à l'intérieur de la marine impériale, beaucoup connaissaient son existence. Dans les documents, votre nom était un code. Quand il a finalement émergé, ce serait une surprise non seulement pour les Américains, mais pour beaucoup de leurs propres compatriotes. Ce niveau de secret, cependant, avait son prix. Fournisseurs entrent. Ils ont collecté des matériaux sans savoir à quoi ils servaient. La coordination entre les départements a échoué. Des erreurs qui auraient été corrigées dans des conditions normales sont passées inaperçues. Shinano était une expérience poussée à l'extrême, 71 890 tonnes d'acier, un pont blindé capable de résister à des bombes de 1000 livres, une ceinture blindée de 8 pouces à la ligne de flottaison ou une forteresse où les autres porte-avions n'étaient guère plus que des coquilles de noix. Son hangar était divisé par des cloisons blindées, conçues pour contenir une explosion et empêcher une seule torpille de le condamner. En théorie, il était insubmersible. Mais la théorie, comme Shinano le découvrira bientôt, ne survit pas au premier contact avec la guerre. La mer. Un présage si sombre que même les officiers les plus sceptiques sentirent un frisson leur parcourir le dos. La tradition navale japonaise, forgée au cours de siècles de superstition et de respect des kami, ne laissait aucune place au hasard, un navire né dans le sang et le chaos ne pouvait transporter que le malheur. Et le malheur, tel un spectre affamé, avait déjà marqué son nom. Mais l'Empire n'avait pas de temps à consacrer au présage. La guerre a dévoré les navires plus vite que l'industrie n'a pu les remplacer. La bataille de la mer des Philippines, quelques mois plus tôt, avait coûté 3 porte-avions japonais en un seul jour, coulés sous le poids de l'aviation américaine qui dominait désormais le ciel tel un dieu vengeur. La marine impériale avait besoin de Shinano, elle avait besoin d'elle maintenant. Les dégâts causés par le lancement désastreux ont été balayés sous le tapis. Les corps, enterrés en silence. Les fissures dans l'âme du navire, ignorées. Le 19 novembre 1944, moins de 6 semaines après son baptême du feu involontaire, Shinano fut déclaré « prêt à servir ». Une farce grotesque. Son hangar sentait encore la peinture fraîche et les soudures mal finies. Les systèmes critiques aux pompes à incendie, communication, et même une partie du blindage avaient été installés à la hâte, avec des vis desserrées et des fils exposés comme des veines ouvertes. Les essais en mer étaient une plaisanterie, 3 jours de manœuvres précipitées, avec un équipage réduit au minimum et des équipements en panne toutes les heures. Mais l'amiral Toyoda, commandant de la flotte combinée, ne pouvait pas attendre. L'opération SHG, le plan désespéré visant à décider du sort des Philippines dans une seule bataille navale, nécessitait tous les navires disponibles. Et Shinano, malgré tout, était le plus grand d'entre eux. Son premier et unique commandant, le capitaine Toshio Abe, un vétéran de Yamato et Musashi, savait qu'il assumait un commandement maudit. En montant pour la première fois sur son pont, il a dû ressentir le poids de l'ironie, voici le porte-avions insubmersible, merveille d'ingéniosité humaine, qui lui est remis comme un cadavre ambulant. Mais les ordres restaient des ordres. Le 28 novembre, avec un équipage de 2400 hommes dont beaucoup venaient tout juste de terminer leur formation de base, d'autres transférés à la hâte depuis des navires coulés, le Shinano quitta Yokosuka sous le couvert de la nuit. Votre destination ? Kure, la base navale où il serait enfin équipé en avions et en munitions. Un voyage de 300 milles à travers des eaux infestées de sous-marins américains. Une route qui, en toute autre circonstance, aurait été escortée par des destroyers, couverte par des patrouilles aériennes, protégée comme lors d'un empire. Mais le Japon n'avait plus de destroyers à gaspiller. Il n'y avait pas de carburant pour les patrouilles. Je n'ai pas eu le temps. Shinano a navigué seul. Et la mer, comme toujours, écoutait. Ils glissèrent dans l'eau sombre comme des ombres obéissantes, repoussant la silhouette bestiale de Shinano loin du quai. Les moteurs du géant grondaient d'une voix basse, presque menaçante, comme si le navire lui-même résistait à quitter le port. Il n'y a pas eu de fanfare, pas de discours enflammés, ni les foules qui se rassemblent habituellement pour assister au départ d'un tel colosse. Juste le craquement de l'acier, le murmure des marins et le poids oppressant du silence qui précède l'inconnu. À 18h10, les remorqueurs larguent leurs amarres. Le Shinano était seul maintenant. Et la mer, qu'il avait déjà rejetée une fois, attendait. Sur le pont, les hommes ont regardé la côte japonaise pour s'éloigner, leurs expressions un mélange de fierté blessée et de démission.
Ils étaient à bord du plus grand navire de bataille jamais construit, un monstre de 72 000 tonnes qui, en théorie, devrait dominer les océans. Mais les théories ne gagnent pas de guerre. Ils ne sont pas des coutures scellées. Ne forment pas les équipes improvisées. Ne partez pas les présages de départ. Les 3 destroyers de l'escorte, Yukikaze, Isokaze et Amakaze, ont formé un triangle protecteur devant et au flanc de Shinano, comme des chiens de garde vieillis essayant d'intimider un ennemi qui savait être au-delà de ses capacités. Ces capitaines, ces vétérans Guadalcanal et les Philippines ont échangé des regards tendus sur les fenêtres du pont. Ils savaient que leur mission était impossible, protéger une cible de cette taille avec des ressources aussi rares. Les sonars étaient défectueux. Les radars, aveugles dans des secteurs critiques. L'équipage, épuisé. À bord du Shinano, le capitaine Abe a regardé l'horizon à travers les jumelles, ses doigts serrant le métal froid avec une force inutile. C'était un homme de nombre, de protocole, de logique militaire, pas de sentiment. Mais même s'il ne pouvait pas ignorer l'odeur de l'huile brûlée qui a imprégné les couloirs, le gémissement des panneaux mal ajustés à chaque ondulation, le fait que la moitié des compartiments d'étain n'avaient jamais été testés sous pression réelle. Et puis il y en avait, les hommes. Les marins qui se regardaient avec suspicion, chuchotèrent qu'hormis à tourner le dos, qui jouaient des amulettes cachées dans leurs poches comme s'ils étaient la dernière ligne de défense contre ce qui allait arriver. À 20 heures, Shinano est entré dans les eaux ouvertes du Pacifique. Le plan était simple, hugar la côte, maintenir une vitesse constante, atteindre Kure avant l'aube. 20 heures. Seulement 20 heures, ils ont séparé ce moment de « fausse » sécurité de l'arsenal interne. 20 heures où le sort du Japon, ou du moins son dernier pari désespéré, serait décidé. Mais la nuit de nuit n'est pas indulgente avec des plans. Et Shinano, avec sa coque mal guérie et son âme douteuse, était sur le point de découvrir le prix de la hâte. La bestialité d'acier de Shinano s'est détachée de la jetée avec un gémissement des sourds, comme si la terre elle-même réticent à libérer son fardeau. Les hélices, d'abord dans un rost hésitant, puis dans un rugissement croissant, ont remué les eaux noires de Porto. Pour la première fois et peut-être que pour le dernier, le monstre s'est déplacé volontiers. Et ce que le désir a été que, 270 mètres de hull blindée, une tour de commandement qui a mis le ciel, un déplacement qui ferait passer les chantiers navals les plus fiers du monde. Un chef-d'œuvre de l'ingénierie japonaise, oui, mais aussi un miracle maudit, né d'un désespoir qui n'avait pas de temps pour la perfection, baptisé dans le sang des travailleurs et soudé à la hâte de Paris ultime. Les 3 destroyers, Isokaze au premier plan, Yukikaze et Amakaze en tant que gardiens latéraux, ont formé leur bouclier protecteur, des lames tranchantes contre l'invisible. Ensemble, ils ont brisé les réseaux anti-submarines qui ont tissé l'entrée de la baie, et c'est alors que les présages sont apparus, un albatros mort, des ailes blanches s'étendaient sur les eaux comme une cape silencieuse. Certains marins ont joué les amulettes dans leurs poches. D'autres crachent sur la broderie. Personne ne parlait à haute voix, mais le signe a été donné, la mer ne bénirait pas ce voyage. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que à 50 km au sud, l'USS Archerfish a déjà chassé. Le sous-marin américain, jusqu'à présent sur une mission de sauvetage, une veillée inutile après le mauvais temps qui a annulé le bombardement, avait maintenant des lettres gratuites. Le commandant Henry avait pris sa proie à la surface pour recharger les batteries et sucer l'air frais de la nuit, un luxe qui deviendrait bientôt un avantage. Les conditions étaient idéales, suffisamment d'obscurité pour cacher un prédateur, mer douce pour entendre vos pas, Silver Moon l'aspiration. Et pour voir la proie qui ne savait pas se cacher. À 20h48, l'opérateur radar a rompu le silence, contact. Azimut 020, distance 22 km. Un écho énorme et stable, coupant les eaux à 37 km/h. Henry a grimpé le pont comme un homme possédé. Dans les jumelles, la silhouette a émergé de l'horizon, une masse sombre, flanquée de petites ombres. Ce n'était pas un cargo. Ce n'était pas une entreprise solitaire. C'était quelque chose de plus grand. Quelque chose qui valait le risque. Station de combat, ordonna-t-il sa voix basse comme serment. Dans Archerfish, la machine de guerre s'est réveillée. Dans l'arc, les torpilles ont été vues une dernière fois, leurs os se sont caressés comme des promesses. Dans la salle de contrôle, les traceurs ont tracé les itinéraires sur les cartes de sel humide, les calculs étant ajustés sur les peintures en bois passées par utilisation. La chasse avait commencé. Mais il y avait un problème, la proie a couru à 37 km/h, l'Archerfish, à la surface, a à peine atteint 35. En théorie, c'était une persécution perdue avant son début. Henry, cependant, connaissait les Japonais.
Il connaissait sa discipline et ses normes. Il savait qu'au premier signe de menace viendraient les zigzags, ces changements de cours prévisibles qui ont freiné l'avance pour confondre les torpilles. Et s'il pouvait anti-angle, couper les courbes comme un loup qui connaît le chemin de la proie, peut-être que la distance serait raccourcie. Pendant 1 heure, les diesels sous-marins hurlèrent d'efforts surhumains. La coque trembla, l'arc frappe les vagues comme une lame, éclaboussant le pont à l'eau froide. En bas, dans la salle des machines, les ingénieurs ont extrait toutes les rotations possibles des moteurs, la chaleur s'élevant au-delà de 50 degrés Celsius, les hommes travaillant sur de courts quarts, émergeant pour respirer comme nageurs dans l'apnée. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Pas cette nuit. Sur le pont Shinano, les radars, même le défectueux, ont capturé l'écho d'Archerfish presque immédiatement. Le capitaine Abe a reçu la nouvelle avec un signe de tête sec. Sous-marin ennemi, cadran 170, 8 km. Il l'a attendu. Les eaux du Japon étaient infestées de requins en acier, et Abe avait un plan. Ou du moins l'esquisse d'un. Inscrivez-vous les destroyers, ordonna-t-il. Norme d'évasive numéro 7. Le choix était un poison déguisé en médicament. S'ils envoyaient le Perpedero chasser les Archerfish, Shinano serait exposé à d'autres loups qui pourraient être à la tronction, les Américains chassés dans un pack, avec un sous-marin servant d'appât tandis que d'autres ont fermé le siège. Mais s'il gardait les destroyers collés sur son flanc, Archerfish pourrait les suivre, transmettre leur position, appeler plus de chasseurs. Abe a opté pour la prudence. Zigzag standard 7. Le gouvernail se tourna soudainement, 45 degrés à un chocolat, 10 minutes, 60 degrés de tronçon, 8 minutes, retourner sur l'itinéraire de base, 15 minutes. Répété. C'était une vieille danse, un rituel de survie. Mais chaque courbe était coup. Vitesse perdue. Carburant brûlé en vain. Temps, toujours du temps, dégoulinant comme du sable entre les doigts. Et le pire, les modèles peuvent être déchiffrés. Chez Archerfish, l'équipe de l'intrigue a tracé chaque changement de cours de Shinano avec la précision des chirurgiens. Le commandant de service Bobjinski, courbé sur la table de navigation, les médias et les intervalles avec une boussole en métal. Modèle prévisible, murmura-t-il. Si nous coupons les courbes, nous gagnons à distance. C'était un jeu d'échecs avec des torpilles. Shinano a ouvert l'espace lors du tour, Archerfish l'a fermé lorsqu'il a déposé. Le sous-marin ne pouvait pas correspondre à la vitesse droite du porte-avions, mais pourrait deviner ses mouvements, en tant que joueur qui connaît les faiblesses de l'adversaire. Une erreur de calcul et un contact seraient perdus dans l'obscurité. Un autre bruit, et les charges de profondeur des destroyers feraient un cercueil en acier à partir d'Archerfish. À 23 heures, la hâte de la construction a facturé son premier hommage. Un roulement de l'axe de bonbons a commencé à surchauffer, le frottement de l'acier transformant le métal de transfert à grande vitesse en braise. Les indicateurs ont tiré sur le rouge. L'officier de machine a fait face à un choix cruel, maintenir la vitesse et risquer une défaillance catastrophique, ou réduire et livrer la proie au loup. Il a réduit. De 37 km/h, Shinano est tombé à 33. Une petite différence sur le papier. Une condamnation à mort dans la pratique. Chez Archerfish, l'opérateur de sonar a entendu le changement du rythme des moteurs ennemis. Elle ralentit, a-t-il annoncé. Henry a laissé un sourire aussi net que la torpille dans ses tubes. La géométrie de chasse avait tourné en sa faveur. Mais pour Shinano, l'enfer avait à peine commencé. Les zigzags brutales, ajoutés à une coque encore brute, ont fait des coutures gravement soudées. Les connexions électriques improvisées ont échoué en cascade. Les lumières clignotent dans des compartiments entiers. Les fans se sont arrêtés, transformant les convées inférieures en fours. Les hommes se sont évanouis dans la chaleur, remplacés par d'autres qui pouvaient à peine se lever. La machine de guerre japonaise, conçue pour dominer les océans, avait maintenant du mal à ne pas se désintégrer avant même le premier coup. Toutes les 20 minutes, les hommes ont été obligés de changer de position pour empêcher la chaleur de les casser. Mais le vrai cauchemar n'était pas l'épuisement, c'était le navire lui-même se retournant contre lui-même. Chaque changement soudain a fait la structure de gémissement, tordant la coque comme un animal blessé. Les soudures mal faites, pressées au-delà de la limite, ont commencé à céder non pas avec un tampon, mais avec une sinistre de séparation du métal. Il n'était pas suffisant pour la couler juste là, mais des fissures perfides qui permettent à l'eau de s'infiltrer, dégoulinant dans les sous-sols comme un avertissement de ce qui allait arriver. Dans les compartiments inférieurs, l'eau s'est accumulée dans des flaques foncées,
se propageant comme une peste. Les bombes ont été activées, certaines ont échoué sur place. Ils n'avaient jamais été testés sous une réelle pression, et maintenant, quand ils en avaient besoin, ils ont révélé leur inutilité avec un équipement rampé ou n'ont tout simplement pas répondu. Dans la passerelle, le capitaine Abe a reçu des rapports de cascade, chacun d'eux un couteau dans la poitrine, défaillance ici, fuite là-bas, système électrique instable là-bas. Rien de ce qui, isolé, ne justifiait une panique. Mais ensemble, ils ont peint le portrait d'un géant s'effondrer sous leur propre poids. La décision a été une lame à double édition, ralentir et transformer Shinano en une cible facile, ou maintenir le rythme et risquer le démantèlement du navire avant d'atteindre Porto Seguro. Abe a choisi les nœuds du milieu du terrain 16, des Ixander moins agressifs. Une concession à la survie, mais à 2 heures du matin le 29 novembre, a déjà duré 5 heures de torture. Et tandis que Shinano s'est battu, Archerfish s'est approché, silencieux comme une ombre. Seulement 7000 mètres, trop loin pour attaquer, assez près pour ne pas perdre le sentier. L'équipage sous-marin était épuisé mais électrifié. Il pouvait sentir la proie s'affaiblir. Henry a analysé les données de suivi avec une intensité presque malade. Les zigzags de Shinano étaient chaotiques, mais il y avait un motif, il est toujours retourné sur la route de base de 210 degrés, vers Kure. Si vous pouviez positionner Archerfish avant ce chemin, si vous deviniez le moment où le porte-avions se redresserait, aurait votre chance. Paquet-là à la profondeur du radar, il a ordonné. Le sous-marin a plongé, ne laissant que l'antenne au-dessus de l'eau. Plus lent mais pratiquement invisible. Maintenant, c'était le prédateur parfait, les yeux ouverts dans l'obscurité, attaché au cachet. À Shinano, l'air était lourd comme plomb. Le sous-marin les a poursuivis pendant des heures. Pourquoi n'avez-vous pas attaqué? Pourquoi n'avez-vous pas abandonné? Certains officiers ont chuchoté que c'était un appât, qu'ils étaient emmenés à un piège que la plupart des sous-marins les attendaient dans les profondeurs. Abe a rejeté la théorie à haute voix, mais au fond, le doute l'a érodé. Les Américains ne se sont plus battus comme en 1942. Ils étaient maintenant implacables, coordonnés, intelligents. À 2h56, la destination a donné son premier signe. Périscope les bonbons. G. Hilary un gardien d'Isokaz, le leader destroyer. Sans s'attendre à des ordres, son capitaine a jeté le navire en avant, accélérant 35 nœuds. L'arc a coupé l'eau comme une lame, laissant une traînée blanche de mousse la nuit. Chez Archerfish, l'opérateur de sonar étouffé. Destroyer s'approchant rapidement, direction 340. Oh la grande vitesse. Henry a eu quelques secondes pour décider, plongeons d'urgence et perdre la cible pour toujours, ou maintenir la profondeur et le risque de détection. Il a choisi le milieu du milieu à 150 pieds, suffisamment peu profond pour s'élever rapidement. Préparez-vous au fonctionnement silencieux. Préparez-vous aux charges de profondeur. L'Isokaz les a traversés comme un train express, les hélices rugissaient dans l'eau. Chaque homme d'Archerfish a arrêté son souffle, attendant l'impact des charges, la fissure qui les enverrait au fond. Rien n'est venu. Le destroyer avait perdu le contact. Et pire, il avait désobéi à l'ordre d'Abe de maintenir la formation. Un signe net du pont de Shinano l'a forcé à retourner à l'endroit. Dès que l'Isokaz s'est éloigné, Henry a conduit Archerfish à la profondeur de périscope. Shinano était toujours là. Toujours en route. Maintenant, à seulement 4000 mètres. Le moment où il s'attendait était arrivé. À 3h15, tout a été aligné. Le porte-avions s'est stabilisé à 210 degrés. Côté exposé à des poissons archers. Distance, 1400 mètres. Vitesse, 16 nœuds. Dans la guerre sous-marine, il n'y avait plus de configuration mortelle. Assez ensuite pour ne pas commettre une erreur, un angle parfait pour maximiser les dommages, assez lent pour calculer le tir avec une précision chirurgicale. Henry a collé son œil sur le périscope. Shinano a rempli sa vision comme un mur d'acier. Le pont du vol s'étendait comme une falaise infinie. L'île de commandement a été levée comme un gratte-ciel flottant. Les lumières secouent dans la trappe, les silhouettes des destroyers ont glissé dans l'eau comme des requins nerveux. Il a rapidement décrit l'étrange arc de l'arc, rien dans les manuels de reconnaissance par rapport à cette bestialité. Dernier marquage et tir. Préparez tous les tubes. Dans la salle des torpilles, 6 Mark 14 attendaient, chargés de 600 livres de torpex chacun. Ces démons métalliques avaient déjà trahi les Américains, des détonateurs défectueux, de mauvaise profondeur, mais maintenant ils ont été ajustés.
tueur fiable. Profondeur, 10 pieds. Un ajustement audacieux. Peu orthodoxe. Mais Henri se souvient des conseils d'un vétéran, soyez fort dans la coque. Ce n'est pas seulement des inondations, c'est déséquilibré. Les calculs finaux ont été alimentés sur l'ordinateur de données de torpille, une machine analogique qui crache des angles de tir avec une précision mortelle. À carreau. Farci. Il n'y aurait pas de seconde chance. Tiré 1. Le sous-marin a frissonné lorsque la première torpille a été éjectée par un jet d'air comprimé. Les hélices de projectiles ont pris vie, réduisant l'eau à 46 nœuds. Fire 2. 8 secondes entre chaque tir, suffisamment de temps pour que le précédent s'éloigne. Fire 3. Tiré 4. Tiré 5. Tiré 6. En moins d'une minute, 6 condamnations à mort ont déchiré la mer vers Shinano, chaud, droit, implacable. Ces pistes, presque invisibles dans l'obscurité, ont attiré des lignes droites vers la coque du géant. Sur le pont de l'avion, les gardiens les ont vus trop tard. Torpille les bonbons. Abe a commandé tous les bonbons, mais la masse colossale du navire a répondu avec l'agilité d'une baleine échouée. Il avait à peine commencé à se tourner lorsque le premier impact a éclaté. L'explosion était biblique. Une colonne d'eau recueillie par la coque, plus haut que le poste de pilotage. Le navire frissonna, jetant des hommes au sol. Avant de pouvoir récupérer, la deuxième torpille a bien fait les choses. Puis le troisième. La pièce. 4 coups sur en moins de 30 secondes. Le tout du même côté. Tout entre l'arc et l'île de commandement. Le premier a atteint la table 104, près d'un réservoir de carburant d'aviation, vide par miracle. Malgré cela, il a ouvert un trou de 20 pieds dans la coque, inondant les compartiments adjacents. En quelques secondes. Le second a frappé le tableau 142, détruisant la salle de machine au chocolat. Les hommes à l'intérieur sont morts instantanément, se sont noyés dans de l'eau de mer et surchauffés de la vapeur. La troisième torpille a déchiré le tableau 166, exposant la salle des chaudières numéro 3 à l'océan. La pièce a brisé la peinture 190, cassant un autre réservoir et jetant de l'huile dans les couloirs comme le sang d'une artère coupée. Pendant un moment, sur le pont, personne n'a pu poursuivre ce qui s'était passé. Le navire tremblait à chaque impact, mais il était si grand que les torpilles ne semblaient guère plus que les piqûres d'insectes. Abe avait une pensée instantanée, presque naïve. Elle peut tenir. Ce qui devrait être une armure de torpille, conçue pour soutenir les coups répétés, a maintenant révélé un piège mortel. Le Shinano avait été construit avec l'acier et l'arrogance d'un cuirassé, mais ça hâte de naître la condamnation. Dans les entrailles du navire, le chaos s'est multiplié comme un virus. Les portes, jamais testées, ont échoué en cascade, certains ont été soudés, emprisonnant des hommes dans des chambres qui se remplissaient d'eau noire, d'autres, corrompus par des soudures précipitées, ont refusé de sceller, transformant les couloirs en rivières furieuses. Des fils électriques et submergés, cassés dans des averses d'étincelles bleues, illuminant légèrement les visages désespérés des marins. Les équipes de contrôle des défaillances ont couru dans des directions opposées, obéissant aux ordres qui se sont contredits, certains ont inondé la frontière pour corriger la pente, d'autres ont vidé les inondés et involontairement sabotant leurs propres efforts. Ce fut une bataille perdue avant même de commencer. Dans les prises des machines, l'enfer a pris forme. Les compartiments tronqués se sont coulés à l'œil nu, l'eau s'élevant à travers les chevilles, les genoux, la taille des ingénieurs qui, avec des mains sanglantes, ont essayé de faire fonctionner les bombes. Lorsque l'eau a frappé les panneaux électriques, les explosions aveuglantes les ont expulsés comme des rats d'un navire à flammes. Un par un, les moteurs tronqués étaient silencieux, réduits au silence par la mer. L'inclinaison a grandi, implacable, 5 degrés. 10. 13 sur le pont de la Vole, au Cap-Plan, ce carburant ailé et les casons de la mort sortis de leurs liens, glissant comme des jouets cassés. Les marins ont formé des courants humains, luttant pour contenir des équipements qui ont glissé vers l'abîme, mais c'était comme essayer de contenir une avalanche avec leurs mains. Un camion-citerne à carburant s'est cassé contre l'île de commandement, répartissant l'essence comme présage. Les boîtes de munitions ont chuté dans la mer, explosant en battant l'eau. Sur le pont, le capitaine Abe a gardé un masque de glace. Il a ordonné de contrer, a tourné l'arc sur la côte la plus proche, a envoyé des messages cryptés à la base, Shinano entorché. Position 32° N, 137° L essayant d'atteindre les terres. Mais dans son cœur, il savait déjà. Les rapports qui sont arrivés des entrailles du navire étaient unanimes, l'inondation était hors de contrôle.
Les bombes ne se sont pas rendues compte. La moitié de l'équipage ne connaissait même pas ses postes d'urgence. Le géant était en train de mourir et mourait rapidement. Pendant ce temps, à 400 pieds de profondeur, Archerfish a enduré son souffle. Henry avait plongé peu de temps après l'attaque, et est maintenant venue la partie cruelle de la chasse, la vengeance. Au-dessus d'eux, les freemakers japonais ont coupé l'eau en zigzags effrénés, leur sonar balayant les profondeurs, les équipages préparant des charges de profondeur. 400 pieds. Silence absolu, ordonna Henry. Le sous-marin est descendu plus loin, plongeant dans les eaux sombres où la pression écrasait les os. Chaque homme à bord était devenu une statue, respirant superficiellement, écoutant l'enfer là-haut, le hurlement des hélices à grande vitesse, le ping obsessionnel du sonar, la plongée de la charge de profondeur pénétrant l'eau comme des couteaux. La première sauvegarde a explosé. 5 détonations en séquence, secouant la coque archer-poisson comme si un dieu furieux le chute. Bousillé. Les lampes éclatent en verre de pluie. Le bouchon d'isolement a été détaché du plafond du flocon. Mais les explosions étaient éloignées, au moins 500 mètres. Le sonar japonais, le mâle et le mâle, ne pouvaient pas fixer la cible. Plus de fret est venu, 14 au total, chacun envoyant des ondes de choc qui ont secoué le sous-marin comme un terrier avec un rat. Aucun, cependant, assez proche pour déchirer la coque. Après 1 heure, les bruits au-dessus se sont éloignés. Les fraîches et d'or ont abandonné la chasse et se sont tournés vers leur proie mourante. Quand Henry a finalement ramené Archerfish à la profondeur de périscope, à l'aube, l'horizon était vide. Du colosse qu'il avait torpillé, il n'y avait pas d'ombre. La mer avait avalé Shinano comme s'il n'avait jamais existé. Mais la mer n'est pas clément avec ceux qui coulent. À 10h18 le 29 novembre, Shinano a donné ses derniers soupirs. La pente avait atteint 20 degrés, marcher dans les couvercles en pente, c'était comme gravir un mur humide. Les hommes traînaient sur des cordes, leurs mains sanglantes par les câbles. Dans le hangar, l'Oka avait été libéré, s'écrasant les uns aux autres, leur réservoir de carburant de fusée menaçant de transformer le navire en une torche géante. Le déluge, maintenant, était un monstre avec sa propre vie, le soi-disant l'inondation progressive, l'eau infiltrant les portes, les ventilateurs, les passages de câbles, la fissure, la propagation comme des métastases. Les compartiments qui doivent être scellés ont été remplis. Des milliers de tonnes d'eau ont tiré le Shinano au fond, comme un poids attaché au pied d'un condamné. Abe a fait une dernière tentative désespérée. Toute la force à venir. Il a ordonné, essayant de conduire le navire vers la côte. Mais avec seulement les moteurs de travail fonctionnant, Shinano a à peine obtenu 10 nœuds, et pourtant en rond, le gouvernail incapable de compenser une poussée inégale. À 8h30, le capitaine a autorisé le signal d'urgence, préparez-vous à abandonner le navire. Ce n'était pas encore l'ordre final, mais un avertissement. Les marins ont commencé à se regrouper sur le pont du vol, traînant des compagnons blessés des entrailles du navire. Les gilets de sauvetage ont été distribués. Les freemakers se sont approchés, se préparant à sauver les survivants. Dans les profondeurs, des scènes d'héroïsme et d'horreur se sont déroulées en parallèle. Les ingénieurs sont restés dans leurs poteaux jusqu'à ce que l'eau les expulse, en gardant les lumières allumées et que les pompes fonctionnent jusqu'à la dernière seconde. Les médecins ont travaillé dans des quartiers en pente, essayant d'évacuer des patients pendant que l'équipement glissait comme un navire fantôme. Dans un compartiment inondé, 30 hommes ont été arrêtés derrière une trappe encombrée. Pendant 1 heure, le son de ces marteaux a été entendu en frappant le métal jusqu'à ce que le silence prenne le relais. La fin est venue vite. À 10h18, la pente a sauté à 35 degrés. L'équipement, les avions et les hommes ont commencé à tomber du pont comme des fourmis d'une fourmile détruite. L'ordre a finalement sonné, abandonner le navire. Pour beaucoup, il était tard. La pente a augmenté si vite que des centaines étaient coincés à l'intérieur. D'autres, essayant de gravir le pont en pente, ont perdu l'équilibre et sont tombés. Certains ont sauté du bord, une goutte de 60 pieds qui a écrasé les côtes à l'impact. Abe est resté sur le pont. Alors que la tradition conduisait, elle coulerait avec son navire. Lié au gouvernail, déterminant de maintenir la dignité jusqu'au dernier moment. Autour des hauts fonctionnaires ont fait le même choix. Ils ont chanté l'hymne national pendant que l'eau montait, avalant les pieds, leurs jambes, leurs seins. À 10h55, Shinano est tombé. Son poste de pilotage a dépassé la verticale, puis s'est complètement tourné. Pendant un moment, sa coque monstrueuse a montré, au-delà de la grange, peinte avec l'antifouling rouge qui brillait au soleil du matin.
Puis, avec un rugissement d'air s'échappant comme le dernier soupir d'un léviathan, il a plongé. Le plus grand navire de guerre au monde n'avait duré que 17 heures en mer. Là où le Shinano coulait, l'océan bouillit d'épaves. Et les hommes désespérés. Sur plus de 2000 à bord, des centaines ont maintenant combattu dans des eaux recouvertes de pétrole, leur corps tremblait de froid. Les 3 recrues ont navigué entre eux, sauvant qui le pouvait. Mais le sauvetage était sélectif. La tradition navale a dicté, d'abord les officiers. Certains capitaines, endurcis par la guerre, ont refusé de sauver ceux qui ont fait preuve de panique. Seulement les courageux, ordonna l'un d'eux. Le résultat a été la tragédie sur la tragédie. Des hommes qui avaient survécu à l'épave se noyant des maîtres des navires. D'autres, recouverts d'huile, ont glissé des mains des sauveteurs et ont disparu sur les vagues. La mer d'hiver était implacable, l'hypothermie transportait ceux qui n'étaient pas secourus assez rapidement. À la fin de l'opération, 1080 hommes avaient été sauvés. Les 1435 autres, y compris le capitaine Abe et presque toute la fonctionnalité, sont en arrière-plan. C'était l'une des plus grandes vies de vie dans une seule épave de guerre, un épilogue brutal pour un navire qui ne devrait jamais avoir d'écart. Shinano n'est pas mort au combat. Il n'a pas été abattu par une flotte ennemie. Il s'est noyé dans sa propre hâte, dans sa propre arrogance, un géant né pour maîtriser les mers, mais condamné à être avalé par eux avant même de prouver leur valeur. Résister aux plus grands canons de l'époque, se penche désormais sous le poids de 4 km de l'océan, une ironie cruelle pour un géant qui n'a jamais fait face au feu ennemi. Les images révèlent un fantôme en acier, la coque inversée, les tours d'artillerie toujours visibles sous forme de tumeurs métalliques sur sa peau, les ascenseurs d'avions gelés à temps, ouvrir comme des semis criant un avertissement du passé. Les explorateurs ont décrit la scène comme un cimetière industriel, où chaque poutre tordue et chaque plaque de bouclier déchirée raconte l'histoire d'un effondrement aussi rapide que inévitable. Ce que ces images ne montrent pas, et ce que les enregistrements officiels ne peuvent jamais transmettre, est la terreur de ces dernières minutes. Imaginez l'obscurité des couloirs inondés, où les marins, dont beaucoup vivaient récemment des écoles techniques, se sont battus contre les lois de la physique tandis que l'eau implacable montait. Imaginez le son du métal des os, les cris étouffés par la pression, le désespoir des hommes qui savaient que leur vie était mesurée en centimètres d'eau par minute. Certains ont essayé d'échapper à l'éclosion, juste pour être aspirés par le vortex créé par le navire de naufrage. D'autres, arrêtés dans des compartiments scellés, ont écrit des messages d'adieu sur les murs avec de la graisse ou du sang, sachant que personne ne les lira. Le capitaine Abe, dont la fierté l'avait amené à rejeter les tests de stabilité, est resté sur la passerelle jusqu'au bout, un uniforme de statue au milieu du chaos, comme si sa présence pouvait, en soi, défier l'océan. Et tandis que Shinano a disparu dans les profondeurs, à des centaines de kilomètres, Archerfish est apparu comme un spectre des eaux. L'équipage, épuisé mais euphorique, pouvait à peine croire ce qu'il avait fait. Ils avaient coulé quelque chose, il n'y avait aucun doute, mais la taille, à quel point ils ne le découvriraient plus tard. Alors que le sous-marin se dirigeait vers Pearl Harbor, Henry doit avoir relancé chaque seconde de cette nuit, la décision d'ignorer les ordres et de poursuivre la cible inconnue, le pari que ces ombres sur le radar étaient risquées, au moment où les torpilles ont frappé et toute la mer semblait trembler. Il ne savait pas encore qu'il avait écrit son nom dans l'histoire, que son acte d'obstacle tactique deviendrait une étude de cas dans les académies militaires du monde entier. Mais il savait que pour la première fois depuis longtemps, le poids de l'échec avait été remplacé par quelque chose de plus léger, la certitude que cette nuit-là, lui et ses hommes avaient été exactement ce que la guerre leur avait demandé. L'ironie finale est que Shinano, conçu pour être le symbole maximum de la puissance japonaise, s'est terminé comme un symbole très différent, la futilité de la guerre lorsqu'elle est verrouillée avec Arog. Au lieu de la stratégie. Les Japonais avaient tout parié sur les armes décisives, Yamato, les kamikazes, maintenant Shinano, comme si l'histoire était écrite par des gestes grandioses plutôt que sur la logistique, la formation et la résilience. Pendant ce temps, les Américains avaient remporté la guerre avec ce que l'amiral King a appelé Boring Things, le porte-avions de la série, des sous-marins qui ont coulé des navires marchands, des usines qui produisaient plus de chars que l'ennemi ne pouvait détruire. Shinano était l'incarnation parfaite de ce contraste, un monstre de 70 000 tonnes, coulé de 6 torpilles sous-marines qui coûtent moins cher que ses canons. Aujourd'hui, lorsque les analystes militaires étudient le cas, ils ne voient pas seulement un navire Sunt. Voir un avertissement averti de l'acier torsadé, que la technologie la plus avancée est inutile sans les personnes formées pour l'exploiter, cet hâte est l'ennemi de l'excellence, cela, en guerre, la différence entre Vitria et les défaites se résume souvent à ceux qui font la dernière erreur. Shinano les a tous engagés en même temps. Et les archers poissons,
avec leur équipage d'hommes qui avaient été étiquetés et perdants jusqu'à cette nuit-là, ont prouvé que la rédemption n'est pas un cadeau, c'est un choix lorsque tous les autres vous ont abandonné. Quant aux hommes décédés à Shinano, leurs noms sont effacés des dossiers depuis des décennies, leurs familles sont parties avec des mensonges officiels et un vide qui ne serait jamais rempli. Ce n'est que dans les années 1990, lorsque les archives ont finalement été ouvertes, les descendants ont découvert la vérité, que leurs parents, frères et sœurs et enfants ne sont pas morts au combat, mais dans un accident d'amas, les victimes d'un système qui les traitait comme des pièces jetables dans un jeu déjà perdu. Pour eux, Shinano n'est pas un cas d'étude stratégique. C'est une blessure ouverte, un rappel que, dans les guerres, les erreurs des généraux sont payées avec le sang des soldats. Et donc, au bas du Pacifique, le plus grand porte-avions jamais construit de repos comme une épitaphe. Pas à la gloire, mais à Ivry. Pas à l'héroïsme, mais à la négligence. Sa coque rouillée murmure une leçon que peu veulent entendre, qu'en guerre comme dans la vie, les géants ne tombent pas à cause de leurs ennemis, mais à cause de leurs propres défauts. Et que parfois tout ce qu'il faut pour renverser un empire est un homme têtu, une équipe qui refuse d'abandonner et s'y torpille au bon moment. Conçu pour résister au modèle d'arrestation, sa coque avait été forgée pour défier les pressions qui écraseraient les petits navires. And yet, there lead, et down like a giant knocked down by a blow et didn't even see. HIS Glorious Destiny, sink into the Pacific Sludge, became a underwater mausoleum, note to engineering but to presumption, note to the power, Buina Uri. Today, while nation throw themselves in a new race for steel and fire Colossus pod-size aircraft, scientifique fiction technologie destroyer the shadow of Shinano still projected on les chantiers navals du monde évolue, mais la nature humaine, celle, reste la même. Le spectre de Shinano ne crie pas pour se venger. Il prévient. Sa dernière leçon, peut-être la plus cruelle, cette guerre n'est pas seulement le rapide, et il ne couronnera que le fort. Parfois, la patience érode la force. Parfois, le chasseur devient proie sans même s'en remarquer. Parfois, une seule nuit de décision hâtive, avec confiance déguisée en fiable, résonne pendant des décennies, enseignant les générations futures que la frontière entre l'héroïsme et la folie est aussi mince que la coque d'un navire contre une torpille bien ciblée. Dans cette aube de novembre 1944, deux destinations se sont croisées dans les eaux noires de la Pacifique. D'une part, le plus grand navire de guerre jamais construit, un monstre en acier conçu pour réécrire les règles de la bataille navale. De l'autre, un sous-marin ordinaire, un nom illustre, pas d'innovation révolutionnaire, juste une équipe qui savait s'attendre, calculer et attaquer. Lorsque le soleil a déchiré l'horizon, un seul d'entre eux a émergé des profondeurs. C'est l'essence de la guerre en mer, brusque, implacable, sans appel. L'océan ne fait pas de concessions de gigance ni de gloire passée. Il avale tout avec la même indifférence glaciaire, gardant ses secrets dans l'obscurité où Shinano repose à ce jour, le plus grand navire de guerre coulé par un sous-marin de l'histoire. Un colosse abattu par un prédateur qui n'a jamais vu. Pas faute de pouvoir, mais pour une confiance excessive. Pas par défaite tactique, mais pour une erreur stratégique enregistrée pour repasser et tirer, croire que cette taille seule serait suffisante pour gagner.